tous, bienvenue sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec la suite du déplacement princier à New York. Nous reviendrons sur le forum économique Monaco-Russie qui s'est tenu ce jeudi. Nous assisterons à la vente aux enchères de sapins de Noël au profit d'Action Innocence. Et nous terminerons avec une exposition à la galerie Modern Art. Suite du déplacement princier à New York après la soirée de gala de l'UMCA que nous vous avons déjà présentée dans une précédente édition, le souverain s'est rendu au siège des Nations Unies où il a pu notamment rencontrer le secrétaire général Ban Ki-moon. Le récit sur place d'Alexandra Pani sur des images de Sylvain Péroumal. Lors de son déplacement officiel à New York, le prince Albert II s'est rendu au siège des Nations Unies. Quelques jours après la fin de la COP21, le chef d'État a retrouvé le secrétaire général Ban Ki-moon. L'occasion pour eux de s'entretenir sur l'accord de Paris et des prochains grands rendez-vous onusiens. On est revenu bien sûr sur les résultats de la COP21, mais aussi sur le prochain sommet humanitaire qui aura lieu au mois de mai prochain à Istanbul et sur les engagements qu'a pris la principauté depuis de nombreuses années sur l'humanitaire et puis sur la prochaine réunion de haut niveau sur le programme des Nations Unies dans la lutte contre le sida. Et ça intéressera bien sûr aussi la principauté et j'espère que ma soeur, la princesse Stéphanie, pourra participer à cette réunion de haut niveau. Et puis donc on a passé en revue un petit peu les engagements qu'a pris la principauté dans l'accord qui a été adopté au mois de septembre dernier sur les objectifs de développement durable. Rappelons que la principauté est un État membre de cette organisation internationale depuis 1993 et c'est dans le cadre des célébrations de cet anniversaire qu'une œuvre de l'artiste monégasque Claude Rosticher a été offerte par la principauté. Elle a été dévoilée par le prince Albert II et le secrétaire général des Nations Unies. Il s'agit là d'une longue tradition. Pour des raisons économiques, des pays ont, dès l'ouverture du siège en 1952, offert, la Norvège a offert la décoration du Conseil de sécurité, la Suède celle du Conseil économique et social. Ensuite, il y a des œuvres monumentales comme la Grande Muraille de Chine, qui est dans le salon des délégués. Il y a aussi des individus qui peuvent offrir des cadeaux à l'ONU. Pour en revenir à notre œuvre, il avait été décidé au moment de la célébration des 20 ans de l'admission de Monaco à l'ONU d'offrir un présent. Donc il y a des lignes directrices qui sont fixées par le comité des arts puisqu'il faut que ce soit en principe en relation avec le pays. Ce n'est pas l'année des 20 ans malheureusement puisqu'il y avait le plan 4 d'équipement puisque l'ONU était en réfection. Mais ça tombe bien puisque c'est le 70e anniversaire de l'organisation et nous sommes très heureux que ce soit le prince en personne qui puisse accompagner le secrétaire général dans cet événement. L'arbre à étoiles de Claude Rosticher est exposé au second étage du hall du bâtiment des conférences du siège des Nations Unies. L'œuvre symbolise pour l'artiste l'homme, le cosmos et la paix. Ses racines sont ancrées dans la terre et ses branches pointent vers le ciel. Les étoiles représentent quant à elles les différents États membres de l'Organisation des Nations Unies. Retour en principauté. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2015 était consacrée à la Russie, avec de nombreuses manifestations, que ce soit culinaires, culturelles ou encore économiques, comme par exemple ce jeudi avec le Forum économique Monaco-Russie. Les explications de Fabien Bonilla. Le Monaco Economic Board vient d'organiser le Forum Monaco-Russie, le dernier jour de cette année de la Russie en principauté. Une délégation composée d'une 50aine de personnes représentant des chambres de commerce venant de différentes régions russes et d'entrepreneurs de divers secteurs d'activité. Ce forum économique a été ouvert par le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, au nom du ministre d'État souffrant, en présence notamment du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Des liens étroits existent entre les deux pays. Une délégation monégasque s'y était déjà rendue lors de la visite officielle du prince Albert II à Moscou en octobre 2013. J'ai fait un welcome dinner hier soir et j'ai rappelé qu'il y a eu un consul général à Saint-Pétersbourg de Monaco en 1877. Donc les liens sont relativement longs. Par contre, les liens commerciaux, ils sont nombreux.
Ils sont nombreux, comme l'a dit le ministre, il y a des liens touristiques très importants. Aussi du fait de l'actualité internationale qui fait que les Russes se déplaceront beaucoup moins vers une partie du monde et vont se revenir vers l'Europe, ce qui est favorable à Monaco et à toute la Riviera. Mais il y a aussi toujours des liens dans le commerce international, notamment dans l'agroalimentaire, qui est très important. Durant ce forum, la Chambre de commerce monégasque a officialisé son rapprochement avec ses homologues russes en signant des accords de coopération avec les 3 organismes économiques majeurs de la Russie, la CCI, la Business Russia et la RCPP. Plusieurs tables rondes ont également été organisées dans la journée entre des représentants économiques d'un des plus grands pays au monde face à un des plus petits. Monaco est un petit pays, mais avec une superbe histoire. Monaco est une place très attractive pour y vivre, pour y travailler ou pour investir. Et je serais très heureux de faire du business avec mes amis monégasques. Et c'est pour cela que je pense que les échanges économiques Russie-Monaco, Monaco-Russie, grâce à cette année de la Russie, est profitable pour nous tous. En parallèle, le souverain a remis des décorations dans l'ordre de Saint-Charles à 4 personnalités russes, dont le vice-ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Monaco. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a remis la médaille de commandeur dans l'ordre du mérite culturel au ministre de la Culture russe. Et enfin, le vice-ministre des Affaires étrangères a remis des décorations à des personnalités monégasques. Nous vous en parlions dans une précédente édition. La fameuse vente aux enchères de sapins de Noël s'est tenue à l'hôtel de Paris. De nombreuses personnes étaient présentes afin de soutenir l'association monégasque Action Innocence qui se bat maintenant depuis de nombreuses années contre les dangers que peuvent rencontrer les enfants sur le net. Un reportage de Christine Datomel et Olivier Bonello. Internet, un outil de communication dorénavant présent dans pratiquement tous les foyers grâce à l'ordinateur et au téléphone, est devenu au fil des ans le vecteur de communication favori des enfants. C'est pourquoi Action Innocence se bat au quotidien depuis 13 ans pour préserver la dignité et l'intégrité des enfants sur le web. Cette année, 30 sapins, imaginés par de prestigieux créateurs, ont été mis à prix au profit de l'association. Et pour la première fois, la Maison Chariol Internationale participait à cet événement. Je participe pour la première fois à cette manifestation parce que je suis une maman, j'ai 2 enfants et je me sens effectivement concernée par tous les dangers que nos enfants courent sur Internet. Alors parlez-nous un petit peu de vos sapins, comment vous les avez conçus ? C'est une symbolique, ce sont 2 sapins, un homme et une femme. Donc le sapin masculin est décoré avec des flacons de parfum Chariol masculin et l'arbre féminin avec évidemment le jus féminin sur ses branches. C'est 2 sapins qui représentent l'homme et la femme, l'amour, et puis c'est un parchemin de table. Donc avec les chemins et quelques petites embûches que nous trouvons les uns et les autres dans les couples. Et à la fin, nous sommes unis. Voilà, c'est une histoire qui finit bien. De nombreux sapins ont été relookés et certains d'entre eux viennent même de très loin, comme le sapin de Robert Schmidt, ancien fleuriste de la région à la retraite et qui réside aujourd'hui en Allemagne et qui a proposé un sapin naturel fraîchement coupé dans la forêt noire. Il est de Menton, mais il a pris sa retraite maintenant. Il a fait 10 sapins dans les années et il est venu spécialement cette année de la forêt noire où il a fait son sapin. Il a fait un sapin forêt noire. Il l'a porté en camion spécialement à Monaco pour ça et c'était son dernier sapin. Voilà. Mais tous les autres aussi, chaque année il y a une imagination extraordinaire et vraiment un effort. Et moi je suis vraiment très peinée quand le sapin n'atteint pas la valeur qu'il aurait. Quelquefois c'est une valeur qui est une valeur créative si vous voulez, donc c'est merveilleux. Mais que faire ? Les ventes aux enchères, c'est comme ça. Une vente qui s'est déroulée dans une atmosphère de sérénité, de joie et de paix, propre à l'ambiance de Noël. Je suis heureuse comme après chaque vente aux enchères, puisque de toute façon ce sont des dons qu'on nous fait, donc tout est bien pour nous. C'est un petit peu moins que l'année dernière, même beaucoup moins que l'année dernière, mais naturellement les années passent et ne se ressemblent pas. Mais nous remercions quand même tous les gens qui ont participé à cette vente aux enchères et nous les remercions pour Action Innocence,
qui a vraiment besoin, puisque c'est notre, c'est le seul moyen de, d'avoir de l'argent pour payer nos psychologues et le bureau, donc qui fonctionne toute l'année. Grâce aux fonds récoltés lors de cette vente, depuis 2002, Action Innocence a sensibilisé aux dangers d'Internet plus de 54 000 enfants et environ 10 000 parents et professionnels de l'éducation et de la santé. Et depuis 6 ans maintenant, l'intégralité de la somme récoltée lors de la vente d'un sapin défini en début d'enchère est reversée par Action Innocence à une association œuvrant pour l'enfance. Cette année, c'est l'association Namasté qui a été mise à l'honneur. À présent, découverte de la nouvelle édition des Annales monégasques. Le numéro 39 réserve bien des surprises. Christine Datomel s'est rendue aux archives du Palais Princier afin de rencontrer le directeur des archives ainsi que la chargée des recherches historiques au cabinet du souverain. Nous les écoutons. Toujours la recherche d'une diversité de sujets pour ne pas lasser le lecteur. Et cette année, quelques points forts, notamment un dossier thématique sur les relations entre les Romanov et les Grimaldi dans le cadre de l'année de la Russie. C'est en quelque sorte le catalogue de l'exposition qui s'est tenue ici dans la bibliothèque du Palais et dans les grands appartements l'été dernier. Et puis également un article, une étude qui a beaucoup retenu l'attention et qui était très attendue, c'est la publication de la correspondance de Marcel Proust au prince Pierre de Monaco, le grand-père donc du souverain. Et ça a valu donc aux Annales monégasques de faire la une d'un grand quotidien national français, Le Figaro pour ne pas le nommer, ce qui est donc assez rare et notable, puisque cette correspondance, ces lettres de Proust étaient connues, on savait qu'elles existaient, mais il y avait un certain mystère qui planait autour de leur contenu, et en particulier l'une d'entre elles, de la vie même des Proustiens, des spécialistes de l'œuvre de Proust, l'une d'entre elles figure parmi les 10 plus belles lettres de Proust au monde. Donc c'est un des trésors des archives du Palais. Vous avez écrit dans ces Annales monégasques les pavillons de Monaco aux expositions universelles. Qu'est-ce que vous traitez exactement ? Eh bien, d'abord, leur architecture, le contenu, la réaction des visiteurs et, de façon plus générale, comment cette histoire des pavillons et des expositions universelles peuvent constituer un reflet de l'histoire économique, artistique, scientifique et autres de la principauté. La première exposition universelle à laquelle Monaco a participé se situe en 1873. Donc c'est quelques années seulement après que le prince Charles III ait créé Monte-Carlo, que la Société des bains de mer prend son essor sous la houlette de François et de Marie Blanc, et que la principauté change du tout d'un simple territoire un peu cultivé en un des sites privilégiés du tourisme de luxe sur la Côte d'Azur. Et d'une façon plus générale, depuis une vingtaine d'années, les historiens français ou étrangers accordent de plus en plus d'importance aux expositions universelles parce que ce que je vous ai dit à propos de Monaco se vérifie pour la plupart des pays à travers le monde, parce que les expositions n'ont pas été exclusivement européennes. Elles avaient démarré en Angleterre puis en France, mais assez vite, l'Amérique intervient, l'Australie également. Donc, on voit, c'est vraiment un reflet, un miroir de l'évolution générale des nations. Autre sujet, il est difficile de ne pas évoquer le prince Albert Ier de façon régulière, étant donné que c'est une des figures de proue de la dynastie, et nous l'évoquons cette année, outre les expositions universelles, par un article sur ses rapports, sur son amitié avec le compositeur Jules Massenet, qui a composé, notamment pour lui, pour les fêtes d'inauguration du musée océanographique. On connaît le buste de Massenet qui est à l'entrée de l'Opéra de Monte-Carlo, et donc il était intéressant, là aussi étudié par un musicologue, un spécialiste de l'œuvre de Massenet, d'avoir donc une approche sur leurs liens amicaux.
Donc un numéro varié qui, avec la rubrique document de l'année, revient sur le tricentenaire du mariage entre les Matignon et les Grimaldi en 1715, que l'on a titré d'un roi à l'autre, puisque cette alliance entre les Matignon et les Grimaldi s'est faite à la fin du règne de Louis XIV, en fait le tricentenaire de sa mort en 2015, et au tout début du règne de Louis XV, puisque le contrat de mariage est sans doute un des premiers actes signés par le tout jeune roi Louis XV. Et sachez que chaque article de cette nouvelle édition sera disponible en français, en anglais et en italien. Culture tout de suite avec la galerie Monaco Modern Art qui présente les dernières toiles de Philippe Pastor. Au travers de ses œuvres, l'artiste monégasque entend poursuivre son combat pour la protection de l'environnement. Dominique Poulain vous en dit plus. À l'école, il a toujours eu la passion du dessin. Aujourd'hui, cela fait 18 ans que Philippe Pastor peint, 18 ans qu'il se balade dans la nature car son travail gravite autour de l'environnement et de la nature. Pour ses œuvres, il utilise différents matériaux naturels et vivants, comme la terre, les minéraux, les pigments, ou encore différentes espèces de plantes, voire d'arbres. Ces sculptures, appelées les arbres brûlés, ont été créées à partir de troncs d'arbres calcinés, recueillis dans la forêt de la Garde-Freinet dans le Var, après les terribles incendies de l'été 2003. C'est important de travailler avec la nature, d'avoir un contact. Pour moi, c'est primordial d'évoluer avec la nature. Je ne pourrais pas travailler qu'avec de la peinture synthétique dans un atelier complètement fermé et ne pas avoir de rapport avec cet extérieur qui est la nature proprement dit. Ça serait impossible pour moi. Je préférerais ne pas peindre. Ici, l'artiste a utilisé des aiguilles de pin. Ici, des feuilles de chêne, des brindilles et des branchages. À travers ses œuvres, ce monégasque de 54 ans veut alerter le public sur la destruction de l'environnement. Il veut aussi représenter sa vision de la vie et le rôle de l'homme dans la société. Je peins ce que je vois. Je balade, j'observe. Je vois la mer, je vois les saloperies qui traînent sur l'eau, le cambouis, le ceci, le cela. Je rentre à l'atelier, je fais sur des toiles qui sont de taille assez grande parce qu'elles font 8 mètres de long par 4 mètres de large. Je fais de grandes toiles sur lesquelles il y a des endroits qui sont plus recouverts de cambouis, d'autres plus blanchis. Et puis, je les laisse sécher au soleil, donc en les laissant sécher en extérieur pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, suivant le vent, suivant le soleil, suivant la pluie. Je les récupère, je les remets dans l'atelier, je découpe les parties qui m'intéressent, et les parties qui m'intéressent, véritablement, ça devient l'étoile. Entre son atelier de Barcelone et celui de Monaco, cet artiste engagé poursuit son combat pour la protection de l'environnement et depuis quelques années, il travaille sur la thématique de l'eau et du bleu. Ce travail sur le bleu, c'est un travail que je fais depuis à peu près, on va dire, 3-4 années. J'ai commencé avec... c'est un travail que j'ai commencé avec cette vue des océans salis, détruits, abîmés, saccagés. Et je me suis dit, tu vas faire des bleus, tu vas faire une série de bleus. Philippe Pastor a déjà exposé ses œuvres dans le monde entier. À New York, Londres, Paris, Nairobi, Venise, Barcelone, Casablanca ou encore à l'exposition universelle de Milan où il était l'artiste officiel du pavillon de Monaco. En ce moment, ses toiles sont exposées à la galerie Modern Art. Et avant de refermer cette édition, ouvrons un volet sportif. En football, l'AS Monaco s'est fait éliminer de la Coupe de la Ligue ce mercredi par Bordeaux, 3-0 en 8e de finale. Les Monégasques devront montrer un tout autre visage ce samedi face à Troyes pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Tennis à présent, dans le cadre de la promotion du Monte Carlo Rolex Masters, une journée était destinée aux clubs de tennis italiens limitrophes. Ces derniers ont pu échanger quelques balles sur les cours du célèbre club.
Jeux de cible, radars, concours, différents jeux étaient également proposés aux enfants. Et sachez que des visites guidées découvertes du club sont proposées tout au long de l'année. Voici à présent les tendances météo pour ces prochains jours. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Vendredi, un ciel mitigé au programme avec des températures qui iront de 11 à 15 degrés. Samedi, toujours des nuages avec un mercure stationnaire à la veille. Dimanche, ciel incertain et des températures supérieures au normal. Et enfin, lundi, retour du soleil avec une maximale de 17 degrés. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.